athlètes de haut niveau qui voulaient être coachés, il y avait des stars, il y avait des comédiens, il y avait des trucs. C'était le truc qui, tiens, parce que c'était lié à Reebok, ça devait être cool. Tu vois. Ouais. Et il y avait des égéries Reebok qui voulaient aussi, se dire, tiens, ce truc CrossFit, machin. Donc, voilà, j'ai eu des opportunités pour coacher des athlètes olympiques français assez connus, médaillés, super, super sympa, passer des bons moments avec eux. Il y avait des forces d'intervention, donc tout d'un coup, on se retrouve avec des parties de la DGSI qui n'existent pas, qui voulaient être formées dans le CrossFit, donc ça c'était fait. On les a aidés à un moment donné, à l'époque, à concevoir une salle de prépa physique pour eux. On est parti à la BRI de Paris, le RAID. C'était la police nationale, la GIPN, groupe d'intervention de la police nationale qui était pas loin de Vincennes. On a beaucoup travaillé avec eux. D'ailleurs, la première équipe de CrossFit française, c'était les French Invictus. C'était basé de ce service d'intervention. Et donc, on faisait des petits trucs de programmation, de coaching, etc. pour tous ces services. C'était les early adopters. C'était les fous putain, ce truc de CrossFit, il y a vraiment un truc. Donc on a commencé à travailler nos relations avec tous ces gens-là. Mais pour dire oui à Reebok, ils avaient une condition qui était très dure, c'était qu'il fallait que ça soit à Paris. Nous, on avait cherché, j'avais trouvé un local sur Bordeaux, et ils voulaient absolument qu'on aille à Paris. Et pour l'avenir du CrossFit, je me dis, il faut que CrossFit démarre, il faut que ça se lance, il faut que ça soit vu. Et égoïstement, si je veux être dans le CrossFit dans 15-16 ans, il faut que ça marche en France. Il faut que les Français, ça devienne normal que tout le monde ait entendu ou fait ou connaisse quelqu'un qui a essayé le CrossFit. De Bordeaux, c'est bien plus difficile. Avec le soutien de Reebok et le soutien marketing de Reebok, peut-être on a une opportunité pour faire du bruit. Et puis voilà. Donc, Sophie m'a soutenu, mais c'était vraiment une décision difficile parce qu'on quittait une vie où on avait une très belle maison, on avait une qualité de vie. On avait quitté nos jobs, on part à Paris, on se retrouve dans une appart. Nasser et Mathieu nous ont suivis. Ils ont dit ok, on vient, on va faire l'équipe commerciale. Et avec Seb et moi, on allait faire la partie coaching, etc. Et on se retrouve dans l'appart. Il y avait Mathieu qui avait une chambre, Nasser qui avait une chambre, moi et Sophie dans une chambre. Sam qui était tout petit, il avait sa chambre, mais il refusait de dormir seul, donc il dormait avec nous. On n'avait plus d'intimité, on n'avait plus d'espace dehors. On avait amené notre chat de Bordeaux qui avait l'habitude d'avoir 3000 mètres carrés de jardin, et puis tout d'un coup on se retrouve dans, je sais pas, c'était 80 mètres carrés, c'était déjà bien, tu vois, sur Paris, 80 mètres carrés, mais on était 4 adultes, un enfant, un chat qui grimpait les murs, et on avait signé un local sur rue du Louvre. On a eu du mal à le trouver. C'est Reebok qui m'ont eu l'entretien et qui m'ont donné la crédibilité pour que le bailleur me fasse confiance. Parce que tu arrives, tu as 0 année de bilan, tu as juste ta ganache et Tchatch. Pour signer un bail commercial sur Paris, c'était bof. On avait 75 000 balles. J'avais fait un micmac pour avoir les 3 mois pour payer l'agent. Il fallait un dépôt de garantie, donc il fallait encore 3 mois de loyer. Donc il fallait que je trouve 60 000 balles de loyer, parce que le loyer sur ce local-là, c'était 20 000 balles. Et j'y vais avec Mathieu, Nasser et tout. Je dis, oh, bon les gars, pendant les travaux, on va faire les préventes. On allait louer l'Algeco qu'on allait mettre devant, on allait faire les ventes dans l'Algeco avec sur plan. Pendant que les travaux se faisaient, démolition, machin, on avait squeezé les délais de travaux à 2 mois et demi. Quand les mecs disaient, ouais, 4 mois, je dis, non, 2 mois. 2 mois. On fait pré-vente pendant 2 mois. Donc on avait toutes les stratégies de pré-vente, etc. de prêt. Sophie était prête, Nasser était prêt. Etc. On monte sur Paris le vendredi. C'était le vendredi 6 février, si je me trompe. On monte sur Paris. Et nos affaires, on avait mis dans un conteneur de Bordeaux pour que ça arrive à Paris. Et le mec, il m'appelle. Et je dis, est-ce qu'on a toujours rendez-vous à 11h? Il me fait oui. Il me fait, mais j'ai des mauvaises nouvelles. Je fais comment ça? Il me fait, bon, c'est pas si grave. Il n'y a pas trop de choses de déplacer. Je fais comment ça? Il me fait, bah en fait, le conteneur, on l'avait mis dans le train. Et comme il a neigé, le train s'est arrêté dans un dépôt. Il y a des Bulgares qui sont arrivés avec des camions et ils ont dépouillé tous les conteneurs. Apparemment, c'est un truc qui arrive assez souvent avec la SNCF, mais personne n'en parle. Parce que les assureurs, voilà, ils arrivent. Les industriels et les commerciaux, ils ont l'habitude, donc ils prennent l'assurance. Mais moi, j'avais signé l'assurance de merde du déménageur. On a tout perdu. Ils m'ont proposé 1500 balles. Donc on arrive à Paris. Déjà compliqué. Pas d'affaires. Et nos affaires de vie, la montre que mon père m'avait donnée, que son père lui avait donnée, a été volée. Les bijoux de Sophie ont tous disparu, mes costumes tous disparus. Je sais pas, il doit y avoir un Bulgare qui fait du 42 parce que toutes mes chaussures sont parties aussi. Les photos de famille qu'on avait dans une boîte, ils avaient ouvert la boîte et ils avaient jeté les photos par terre et ensuite ils avaient marché dessus. Donc c'était des trucs comme ça. Et tu te dis, et Sophie était là, je disais, putain, là ça peut pas être pire. Moi comme un con, écoute, on passera ça. Allez, on va ouvrir lundi, on a un week-end à faire. On va se poser ce week-end. J'appelle l'agent, je dis ok, je passe à quelle heure pour les clés? Il me fait ah, j'allais vous appeler. La même discussion que je viens d'avoir avec le mec là qui devait me livrer mes affaires, j'allais vous appeler. Ah oui, à ce sujet, le bailleur en fait, il y a LVMH
qui devait être premier étage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il y a LVMH qui aimerait en fait prendre le rez-de-chaussée et le moins 1. Je dis, ouais, mais ça c'est notre local. On l'a signé ça. Oui, vous avez signé, mais le bailleur, il ne veut pas vous donner les clés. Il préfère perdre un procès contre vous que de perdre LVMH comme locataire de l'immeuble complet, parce que LVMH vont payer plus de 2 fois ce que vous payez, ce que vous avez signé. LVMH sont arrivés. Ce local-là, ouais, on s'en fout. On paye le double. Ils nous ont viré comme ça. Et le bailleur s'appelait, si vous travaillez pour eux, vous travaillez pour le diable, s'appelle Unibail. Je n'oublie jamais, ok. Parce qu'après, c'était drôle. J'avais été contacté par un spécialiste de design des centres commerciaux et ils m'ont demandé de faire du consulting pour eux pour mettre des espaces de santé et de forme dans les centres commerciaux. Et ils allaient me payer 1000 balles par jour, un truc comme ça, pour aller dans des réunions et conseiller, machin. Leur client, c'était Unibail. Et là, sincèrement, j'ai fait une réunion pour me mettre dans la même salle que Unibail. Je les ai détruits, je les ai pourris. Et je me suis levé, je suis parti. Et j'ai fait drop the mic. Et je veux pas votre argent, je veux juste vous dire que vous êtes vraiment des connards. Et je leur ai raconté l'histoire. J'ai maintenant, vous centres commerciaux, j'espère que vous faites faillite de fou. J'espère que vous gagnez rien, vous ne méritez pas, parce que vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas droit. Donc je suis venu pour pouvoir me mettre devant vous. Et j'ai fait ça il y a quelques années. C'était un moment de... C'était comme ton premier frère. Catharsis. Ouais. Donc Unibail, voilà. Et on a perdu le local. Et donc là, le vendredi 6 février, on avait perdu nos affaires, on avait perdu notre maison. On se retrouve à Paris avec des super gens. Nas, Mathieu, Seb, super. Sophie et moi, on n'avait plus d'argent. Toutes nos économies étaient parties. Le truc avec l'agent, j'ai pas récupéré l'argent de l'agent. J'ai récupéré ma caution, mais pas l'argent de l'agent. Et on avait un petit peu d'argent maintenant, parce qu'on a récupéré ça, mais je le devais à quelqu'un d'autre. Et c'était merde. Donc moi, je suis parti parce que j'étais dans l'émotion au complet. Et les autres, ils pensaient que je suis parti pour aller chercher les clés du local. Parce qu'on avait les démolisseurs qui arrivaient lundi pour commencer la démolition. En descendant, j'appelle l'entreprise, je dis, je suis désolé, je dois annuler. Et donc je leur devais un peu d'argent parce qu'ils s'étaient engagés, donc je devais payer les premiers quelques jours, donc ça aussi. Et je suis allé dans un café qui s'appelle Le Marceau, sur l'avenue Marceau, qui est à 50 mètres de l'appartement où on avait. Et je m'assois et je ne savais pas quoi faire. Pour moi, on venait de tout perdre. Le projet était foutu, tout était foutu, etc. Je dis ok, encore une fois, est-ce que j'annonce l'échec, comme quand avec Marie, Fitness First, machin, ou est-ce que je regarde ce qu'on a et on regarde les options. Et il y avait un gars avec qui il m'avait formé sur situation de crise et comment être assez... tu prends un pas de recul et tu regardes... it was a growth system. It was, what's the goal? Donc, quel est l'objectif? What's the reality? Quelle est la réalité des choses? Quelles sont les options? And then what will I do? So, qu'est-ce qu'on veut? Quelle est la réalité? Quelles sont les options? Qu'est-ce que je choisis de faire? Donc, je me suis posé et j'ai fait ça. Et je l'ai fait sur une serviette de Café Marceau. Et les options, c'était rentrer à Bordeaux et trouver un petit truc et retrouver un taf. Et je dis, taf, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, chauffeur de taxi, je vais aller sur les chantiers. Je savais vraiment, c'était où on persévère. On a ce peu d'argent, mais je parle à Reebok. Et Reebok, ils étaient au courant. Donc j'ai appelé Reebok, j'ai dit, vous, c'est quoi votre position là maintenant? Et nous, on a envie toujours de faire le truc. Écoute, ça retarde peut-être de 2-3 mois le truc, mais on veut le faire, on y croit dur comme ça. J'ai dit, ok, bon, écoute, laisse-moi voir, parce que là, on est vraiment pris sur la gorge. Là, c'était un échec de fou. On va perdre 2 mois, je sais pas si on a les fonds pour gérer les quelques mois là. Et après, j'ai appelé Nasser, Mathieu et Sophie, et on a amené Sam. On était dans l'avenue Marceau, et les gars, ils font, putain, c'est quoi cette tête? Mais ça va aller, tu sais, Sophie me fait, ça va aller. Les photos, on en a d'autres sur... Je dis, non, ok, super sur les photos, mais j'ai d'autres nouvelles. Et là, j'annonce qu'on n'avait pas le local. Et là, ils sont silence. Voilà les options que moi je les vois, qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, chapeau aux 3, qui avaient quitté leur vie pour me suivre dans un truc, on avait perdu le roue. C'était pas que le vélo, il tremblait un peu, c'est qu'on avait le vélo sur l'épaule et il n'y avait plus de roue. Ils ont dit, non, on continue. On va jusqu'au bout. On se donne encore 2 mois, on voit s'il y a des green shoots, l'herbe qui pousse un peu. Sophie a dit, c'est pas maintenant, hein, c'est pas toi, tu lâches pas comme ça, on y va. Donc c'était grâce à eux en fait qu'à ce moment-là, moi honnêtement, j'avais pris tellement de coups que c'était... Ouais, t'étais au sol quoi. Donc avec Reebok, moi je contacte des agents, personne ne me répond. Reebok, il contacte des agents, il y a des gens qui répondent. Et ils expliquent que c'est pas pour nous, c'est pour lui, mais on lui fait confiance, machin, etc. Il a un grand palmarès dans le fitness, il veut faire ce projet-là. Des bailleurs courageux, il n'en avait pas des masses. Hein. Et on trouve un truc éphémère. Donc c'est un magasin où les gens ils ont fait faillite. Le bailleur a trouvé personne pour prendre le loyer. Et il a dit, écoute, on vous le loue pour 6 mois, mais c'est le temps que nous on fasse le permis de construire pour refaire le truc. Et ça. Et c'était un magasin sur rue Étienne Marcel. Le truc, il faisait 40 mètres carrés au rez-de-chaussée, 40 mètres carrés à l'étage. Donc 80 mètres carrés.
L'espace d'entraînement ressemblait à ça, un petit peu plus grand. Et le mec de Reebok, il fait, bah, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Tu le veux, tu le veux pas. Je regarde ça, je visite avec ça. Il fait, on va faire un truc. Rez-de-chaussée, on accueille, on garde du matos, machin, machine à café là-bas. Ils commencent à visualiser. Ils rentrent par ici, on les accueille là, on les installe là. Quand ils attendent une séance, bah, c'est là. Ils montent les marches. Toi et Seb, vous donnez des séances. Ok, une douche, merde, merde. Tiens, il y a le placard on met une douche coque en plastique ici. Il y a de la place pour quoi 4, 8 casiers. 8 casiers, donc des séances pour 8, peut-être 10, il y a des gens qui... Tu sais, on commence à... Et c'est ce qu'on a fait. Il y a nulle part pour mettre un cage. Ah non. Mais tiens, si de là à là, on prend un truc en métal, on soude... Alors on va faire ça. Et donc on a pris, c'était comme un tringle à rideau, mais un peu renforcé. On l'a soudé, machin. Les premières tractions sont pareilles, c'était ça. Et le truc, on l'avait mal soudé sur le côté. Donc si tu mettais la main, il y avait un bout de métal et je me suis déchiré. Je me souviens, je mettais toujours assez large, tu sais, pour les tractions. Et donc, ouais, j'étais là, je ponçais le truc, j'essayais. Donc c'était du bricolage.